Ouais, bonjour à tous. Donc on va commencer de suite. Alors, on est Conquistador. Donc Conquistador, c'est quoi? C'est une école de digital et l'innovation. Et je vais vous présenter très rapidement l'équipe. Donc ici, il y a Paul Escudé, Vincent Escudé. Il y a aussi dans le public Pierre, Sam, il y a Christophe, mais ils font aussi partie de Prof en Poche puisqu'on est associé à Prof en Poche. Et aujourd'hui, on va vous présenter un peu ce que c'est le growth hacking, puisque c'est la question du jour et c'est le pourquoi vous êtes là. Il y en a qui ont déjà une petite idée dans le public en quoi ça consiste. François, ouais. Personne d'autre? Non? J'ai une idée après ce que c'est. Est-ce que tu as une définition? Non, ok. Bon, on enchaîne. Donc le growth hacking, ça se définit de la manière suivante. Donc ça consiste à implémenter des expériences innovantes et les implémenter le plus rapidement possible et pour améliorer donc à la fois les produits et les canaux d'acquisition clients. Et comment on fait ça? Le but, c'est de traquer au maximum comment interagit notre utilisateur, notre client, et de savoir quelle valeur de proposition va lui plaire, comment il se déplace à l'intérieur de notre site web, etc. etc. Et ça nous permet donc d'activer le growth, en anglais c'est croissance, et d'aller chercher des hacks qui vont nous aider à être plus efficaces et à acquérir plus de clients, avoir une expérience utilisateur plus fluide, etc., etc. Et donc là, je vous ai un peu fait une comparaison entre ce que c'est à la fois le growth hacking et pourquoi c'est pas du marketing. Parce que souvent, on fait la distinction et on la fait mal. Et le growth hacking, il prend en compte l'ensemble du tunnel d'acquisition client. Tandis que le marketing digital ou marketing au sens classique, c'est vraiment, on s'arrête à awareness, acquisition et c'est tout. On ne va pas aller sur l'ensemble du canal. Et nous, donc on utilise ce qu'on appelle ce framework, donc c'est un cadre d'aide à la décision. C'est le AAR, c'est le cri de guerre du growth hacking, c'est pour qu'on se repère un peu où c'est qu'on en est dans le parcours utilisateur. Et donc je vous ai décrit, awareness c'est la visite du produit, acquisition, premier achat, activation, le moment wow, rétention, le client revient chez vous. Le revenu, donc c'est comment on peut faire plus d'argent avec le client, donc en sell, upsell, cross-sell, etc. Et référence, c'est tout simplement on fait bien les choses et on parle de nous. Et donc pourquoi il y a ce AAR, donc le cri de guerre du growth hacking, c'est parce que sur chacune de ces étapes, on mesure ce qui s'y passe. Quelle est l'interaction avec notre client sur l'awareness. Donc par exemple, on verra tout à l'heure, Paul vous présentera notamment des campagnes sur Facebook et avoir le nombre d'impressions qu'il y a sur une campagne et puis les interactions qui se font avec nos prospects potentiels, etc. Après, l'acquisition, tout simplement, c'est le premier achat, mais à voir comment ils y arrivent. Et il faut couper au maximum, le plus court possible, à partir du moment où ils ont compris ce qu'on fait jusqu'à l'achat. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, avec Airbnb. Prenons l'exemple d'Airbnb. Si vous voulez louer une maison, vous avez en tout et pour tout 4 clics à faire et vous avez déjà payé. Donc le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. Et etc., etc. On ne rentrera pas plus dans le détail aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu l'ensemble du canal d'acquisition. Et c'est ce qui fait la différence avec le marketing chez le growth hacking. Et donc, le growth hacking, c'est avant tout et surtout une méthodologie et des outils, comme souvent, mais la méthodologie est souvent oubliée aussi quand on la décrit, quand on décrit le growth hacking. Et c'est très important de voir comment s'organise le travail du growth hacker, donc par une idéation. Donc nous, on appelle ça le growth backlog. On va lister l'ensemble des idées qui vont nous permettre éventuellement d'améliorer notre produit ou notre canal d'acquisition. Donc là, je vais reprendre un cas concret, par exemple. J'ai l'idée de changer de valeur de proposition parce que j'estime que je suis plus clair vers telle cible avec cette valeur de proposition. Donc on va aller la tester sur une campagne de publicité ou même ne serait-ce que sur un article écrit sur un blog, etc., etc. Donc on liste vraiment l'ensemble des idées qu'on a, on les priorise
Donc on les priorise tout simplement par l'impact qu'elles peuvent avoir, donc la certitude et la facilité. Est-ce que je suis sûr que ça va marcher ou non, tout simplement. La facilité, est-ce que j'ai les bons outils, est-ce que ça coûte cher ou non. Et l'impact, est-ce que potentiellement ça va activer un levier fort ou faible. Donc l'exécution, on liste l'ensemble des outils, la bonne hypothèse, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel chiffre, quel KPI va être touché par notre expérience. Sinon, on ne peut pas la mesurer. Donc le but, c'est de définir un chiffre, un objectif à atteindre, et d'aller l'analyser, en regardant l'impact qu'a eu notre expérience sur ce chiffre-là. Donc à la fin, on l'analyse, on analyse ce KPI, on émet la conclusion, est-ce que ça a marché ou non. Et de là, on automatise le process. Imaginons si c'est... on automatise via de l'IA ou des outils comme Zapier, etc. Ou sinon via ce qu'on ne peut pas automatiser tout avec la machine. Donc on crée un playbook, c'est tout simplement un guide qui va aller expliquer à une personne humaine ce qu'on vient de faire et comment le répéter. Et ça, c'est très important pour pouvoir scaler. Tac. Tout le monde est à l'aise avec la notion de scalabilité. Ouais. Scaler, c'est monter à l'échelle. C'est-à-dire ce qui va marcher pour 10, on essaie de le reproduire pour 1000, etc. Donc, passer à l'échelle grâce à des outils d'automatisation et des procédés. Mmh. Donc là, on a listé très rapidement quelques exemples de hacks, mais on va faire notamment le premier tout à l'heure. Donc comment envoyer 1000 invitations ciblées sur LinkedIn avec un outil qui s'appelle, vous verrez tout à l'heure, Phantom Buster. Ensuite, on peut aller, ce que je vous expliquais tout à l'heure, aller tester, A/B tester vos prix aux propositions de valeur. Alors l'A/B testing, c'est quoi? C'est tout simplement, on va superposer par exemple deux textes ou deux pricing sur le même site web. L'utilisateur A, il va arriver sur le screen, l'écran numéro 1 et l'utilisateur 2 sur l'écran numéro 2. Et on va voir concrètement quel pricing marche le mieux, quel punchline fonctionne le mieux. Et après, on n'a plus qu'à généraliser ce qui a fonctionné. Derrière, on peut, par exemple aussi, je ne sais pas s'il y a des qui connaissent des outils comme Hotjar. Hotjar, c'est un outil qui nous permet, par exemple, d'aller voir comment interagissent nos utilisateurs via les curseurs, et comment ils se baladent dans le site web. Donc ça nous aide, par exemple, aussi à améliorer l'UX de la landing page, donc de votre site web. Et ensuite, aller automatiser l'ensemble du parcours client, que ce soit ne serait-ce qu'avec un processus de paiement en ligne. Aussi simple que ça. Donc il y en a qui en ont un peu abusé du growth hacking. Donc ça c'est Jeff Bezos en 1998, il n'a plus la même tête. Forcément ça a été l'un des précurseurs, ça a été l'un des premiers à vraiment avoir cette culture de l'innovation extrêmement forte au sein de son entreprise et à donner une liberté quasiment totale à ses employés, à mettre en place des expérimentations au sein de l'entreprise. Il n'est pas le seul, Facebook a fait la même chose, Apple, et on a bien vu que ça a marché, non? Donc c'est né dans la Silicon Valley, et c'est donc Sean Ellis qui a écrit ce bouquin-là, alors je crois que c'est de 2008 le bouquin, s'il me semble bien, la première version. Et c'est lui qui a inventé le mot growth hacking et qui a vraiment développé, évangélisé sur cette thématique. Mais on n'a pas mis cette slide-là pour ça. Cette slide montre tout simplement l'interface l'interface produit d'Amazon. Et comme vous l'avez compris depuis le début, on parle d'utilisateur, utilisateur. On est focus sur les clients et tout est fait en fonction de leurs préférences et de leur interaction. Et vu qu'on analyse l'ensemble de leur expérience, de leur parcours, finalement, ici, il n'y a rien qui est là par hasard. Amazon, ils ont cette culture-là de connaître leurs utilisateurs par cœur. Et il faut bien se dire que si ça a l'air moche, c'est pas très joli Amazon, mais finalement, ça marche pour tout le monde.
y compris les personnes âgées, comprennent plus ou moins comment ça fonctionne. Et c'est ce qu'il y a d'important, parce que c'est ça qui fait leur succès, c'est leur vente. Si vous voulez vous inspirer de landing page, enfin de pages d'accueil qui vendent, qui convertissent en termes de création de trafic, en termes d'intention d'achat, etc., Amazon, c'est ce qui se fait de mieux. Le bouton, s'il est de telle couleur à tel endroit, c'est parce qu'ils ont mesuré que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Les étoiles, les notes, les avis clients, etc., ils font tout en fonction du retour des utilisateurs chez Amazon. Et donc typiquement, quand vous voulez construire des pages de paiement, l'idée c'est pas de réinventer la roue ou de dire ça va marcher ou ça va marcher, c'est clairement de prendre ce qui se fait de mieux sur le net et de le copier, quoi, clairement. Exactement. Et donc on peut tout optimiser, c'est sans fin. Et aussi ça, c'est qui est important. Donc finalement, que ce soit les Facebook, Apple, Amazon, etc., ils ont tous en commun ces points-là. Donc c'est des business model architectes hors pair, c'est-à-dire qu'ils mesurent les changements qu'il y a dans la société, les innovations technologiques, et ils arrivent à se projeter et à construire leur avenir. Ils ont une forte culture de l'innovation et une infrastructure permettant la prise d'initiative. Donc en interne, leurs collaborateurs, c'est des entrepreneurs dans l'âme. Mais ça, c'est bien, mais ça ne fait pas l'innovation. Pour faire l'innovation, il faut aussi que ces gens-là soient pris en compte. Et c'est pour ça que dans les grandes structures type Amazon, Facebook et Apple, on a réussi à les construire une infrastructure qui permet de faire remonter les bons chiffres aux bonnes personnes pour que les décisions soient prises. Et c'est pas anodin, et ça c'est le growth hacking qui le permet, puisqu'on maîtrise l'ensemble des analytics et qu'on vient tout mesurer. Et derrière, ils vont pas attendre, ils vont de suite prendre la décision d'aller innover, même des fois en fakeant des produits. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui n'existent pas, et ils vont créer un faux site internet, et de ce faux site internet, ils vont commencer à faire des publicités sur l'ensemble des réseaux sociaux, etc., mesurer l'intérêt du marché. Et s'il y a un réel intérêt, alors ils se mettent seulement à construire le produit. Et il y a une boîte en France qui a très, très, très bien fait ça, c'est Mobile Club. Mobile Club, c'est quoi? C'est la location d'iPhone, la location d'iPhone et à bas prix. Et Apple ne voulait pas travailler avec eux. Ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, ils ont créé cette fameuse fausse page internet. Ils ont mis tout le monde sur liste d'attente, c'est-à-dire qu'on pouvait s'inscrire, il y avait déjà les prix, etc. Mais on ne payait pas, seulement on ne payait pas. On laissait notre email, notre numéro de téléphone, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement qu'ils ont récolté des emails. Ils sont arrivés jusqu'à, je crois que c'était 100 000 emails. Ils sont français, hein. Et de là, ils sont allés voir Apple de nouveau et leur ont dit, bon, peut-être que ça serait bien finalement que vous bossiez avec nous. Et ils ont eu le deal. Et il s'appelle Damien Morin, le CEO de Mobile Club. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui fonctionne extrêmement bien. Donc vous voyez un peu comment on peut expérimenter rapidement sans avoir des produits finis. Pour compléter sur ça, c'est assez contre-intuitif. On dit souvent qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Le growth hacking, c'est l'inverse en fait. Il faut vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Partir du principe que c'est vraiment l'expérience utilisateur, l'interaction qu'il va avoir avec notre page, avec notre produit, notre landing page, qui va définir ce produit-là. C'est la meilleure façon de co-construire un produit avec l'utilisateur dont il va avoir réellement besoin et qui, in fine, il va réellement adopter le moment où il va finir par l'utiliser. Exactement. Donc aujourd'hui, la question, c'est dans un monde de plus en plus en innovation, forcément, se pose la question à tous les entrepreneurs, chefs d'entreprise ou même professionnels. Il faut qu'on se monte tous en compétences sur l'ensemble de ces compétences, justement, pour pouvoir rester à la page, à jour et faire face à la concurrence aussi. Donc ça c'est à vous d'essayer de rester à jour, et je pense que tous ces processus qu'on vient de montrer sont aujourd'hui indispensables aux entreprises qui ont vraiment envie d'aller plus loin, sortir peut-être de notre beau territoire aussi. Mais voilà, je pense que c'est important de continuer
à rester en permanence dans l'innovation et de maintenir l'innovation au sein des entreprises.